quelle vitesse là en ce moment? On avance à vitesse de 15-16 nœuds. 15 nœuds, 16 nœuds, ça nous fait du 30 km? Un petit peu moins de 30 km par heure. Et tous ces petits points là, c'est quoi? Ce sont les échos des autres navires. Donc on est un peu sur l'autoroute de la mondialisation là. Toute la côte chinoise et jusqu'à l'Europe incluse est une autoroute de la mondialisation. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le voyez, pour cette première émission, on a fait les choses en grand, en très très grand. Nous sommes en mer de Chine, sur un porte-conteneurs français, l'un de ces navires qui transporte jusqu'à 100 000 tonnes de marchandises. Dans ces milliers de caisses multicolores, il y a les chaussures que vous allez porter, des téléphones, des tablettes, de la nourriture, des scooters et même vos prochains cadeaux de Noël. Il y a de quoi alimenter des centaines de supermarchés. Toute l'économie mondiale tient sur des navires comme celui-ci. Et pourtant, c'est peut-être la fin de ce modèle. Partout, les États se protègent davantage, le commerce mondial s'essouffle, les nationalismes refont surface. Est-ce la fin de la mondialisation? Allons-nous vers le retour des frontières? C'est le thème de ce nouveau magazine économique, le premier épisode, l'Angle Écho. Au sommaire, nous irons à Shanghai pour tenter de comprendre comment la Chine a réussi en un temps record à se hisser au rang de première puissance commerciale mondiale. C'est le miracle chinois. L'usine du monde, certains en reviennent. Une entreprise tricolore a choisi de relocaliser en Normandie et de dire bye bye China. La Chine c'est bien, mais je pense que la France c'est mieux. Fermer ses frontières pour mieux protéger son économie, est-ce une solution? Nous sommes allés en Argentine, le pays le plus protectionniste au monde. Une renaissance américaine ou comment l'oncle Sam a retrouvé le chemin de la croissance grâce au retour de l'État et au patriotisme économique. Il faut servir notre pays pour qu'il reste le plus puissant du monde. Et la seule manière de faire ça, c'est d'acheter américain. Enfin, interview et analyse de grands témoins comme Carlos Ghosn, patron de Renault, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Nous arrivons à Shanghai. Au port de Yanshan, c'est le plus grand du monde. Plus de 10 millions de containers, 6 km de quais, 64 grues, une activité continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien ici que bat le cœur de la mondialisation. La Chine est désormais la première puissance commerciale. Ses exportations ont dépassé 1500 milliards d'euros l'an dernier. À quai, sur les bateaux du monde entier, est chargée toute la production de l'ogre industriel chinois. Et dire qu'il y a 10 ans encore, ce port n'était qu'un village de pêcheurs. Shanghai, 23 millions d'habitants. La capitale économique du pays. Elle aussi a connu une croissance sans précédent, à l'image de toute la Chine. Quartier de Pudong. Ces tours flambant neuves. Il y a 27 ans, cela ressemblait à ça. Des bâtiments insalubres, des marécages, c'est la Chine que j'ai connue. En 1987, j'étais prof de littérature et j'avais des cheveux. J'y ai vécu 2 ans. Alors voilà, ça, c'est la carte de mon unité de travail il y a 28 ans. La Chine était encore fermée aux étrangers, les Français se comptaient sur les doigts de la main. Ça, c'est Huaihailu, c'est l'ancienne avenue Joffre de l'époque de la concession française. Il y a 30 ans, c'était une marée de vélos. On entendait juste le tintement des sonnettes. De temps en temps, un camion, il n'y avait pas une voiture. On a mis une autoroute qui passe en hauteur. Une chape de béton a recouvert le Shanghai que j'ai connu, celui d'il y a 28 ans. Ah, c'est fini. Au parc Fuxing,
on peut encore entendre la petite musique du passé. La chorale du quartier entonne les chants de sa jeunesse. En fait, ce sont des chants révolutionnaires qui datent des gardes rouges. Donc on nous dit, ben voilà, on a confiance en l'avenir et le parti gouverne les choses tout à fait proprement. Cette génération a vécu les pénuries, le culte du grand timonier et la violence d'un pouvoir totalitaire. Rien à voir avec aujourd'hui. La Chine a bien pris le tournant de la mondialisation. Nous sommes au pays le plus capitaliste du monde et Marx et Engels sont toujours là. Ils ont l'air de ne pas bouger comme ça. En réalité, ils surveillent tout ce qui se passe du coin de l'œil. Banlieue de Shanghai. On croirait les faubourgs d'une capitale occidentale. Les immeubles de la classe moyenne continuent de sortir de terre. Un peu plus loin, une zone industrielle. C'est là que travaille l'armée des ombres, celle qui livre la bataille économique chinoise pour la domination du monde. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans mon entreprise, Shanghai Cashuo. Une usine qui ne paye pas de mine, comme il y en a des milliers. Ces ouvriers travaillent sans relâche, 50 heures par semaine, 300 € par mois, à la fabrication de pièces de machines-outils. Ici, tout est destiné à l'exportation. Nous avons commencé à travailler pour le marché chinois, puis nous nous sommes adaptés petit à petit à des demandes étrangères, des entreprises allemandes ou américaines. Et vous avez senti la croissance depuis une quinzaine d'années. Vous avez vécu ce miracle chinois au fond. Oui, dans l'entreprise, il y a aujourd'hui 50 employés. Nous prévoyons d'ici un an, à condition de maintenir ce marché à l'export, de passer de 50 à 80 ouvriers, voire même de doubler notre effectif et d'employer plus de 100 personnes. Les explications de ce miracle sont nombreuses. Un pays fermé, une monnaie sous-évaluée, un gouvernement dirigiste pour le moins. Mais pour les Chinois, le secret de leur réussite est à chercher ailleurs. On a vu la Chine progresser de façon extraordinaire dans les 30 dernières années. En 1979, quand Deng Xiaoping arrive au pouvoir et qu'il ouvre le pays, la Chine représente 5% du PIB mondial. Aujourd'hui, donc 35 ans plus tard, c'est entre 15 et 20% du PIB mondial. Comment est-ce qu'on explique une telle progression? Dans la vie, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler. Les Chinois travaillent énormément pendant le week-end, samedi et dimanche. Les gens ne comptent pas de l'heure. Les gens répondent au téléphone même à 23h, même minuit. Ils sont toujours disponibles. Ils ont souvent dormi avec le téléphone parce que... Pour ne pas perdre un appel, une affaire, une opportunité. Un contrat. On est ici à Shanghai. Shanghai où les salaires ont fortement augmenté, comme d'ailleurs dans la plupart des villes de la côte orientale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la Chine de voir sa compétitivité se détériorer justement à cause de la progression des salaires qui l'a fait se rapprocher des niveaux de salaire occidentaux? Dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin, Guangzhou, il y a des possibilités que le salaire augmente. Donc le gouvernement a une nouvelle politique, c'est aider à déménager toutes les usines dans l'autre province. Ça veut dire que la Chine est tellement grande, on n'a pas de problème de coût de manœuvre. Donc on transporte les usines de l'Est vers l'Ouest, c'est-à-dire dans l'intérieur du pays, là où les salaires sont moins chers. Oui, on peut dire ça. Les gratte-ciel de Shanghai ne cessent de grandir à l'image de toute la Chine. Hier, c'était les États-Unis qui dominaient le monde, le pays des gratte-ciel. En 1931, l'Empire State Building de New York était le plus haut bâtiment du monde, construit grâce à l'invention de l'ascenseur. L'Amérique du XXe siècle est terre d'innovation. Téléphone, premiers avions de ligne et premières voitures, les Ford T produites à la chaîne. Un siècle plus tôt, c'est Big Ben qui est le centre d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'Angleterre du XIXe siècle, de la première révolution industrielle, de la première machine à vapeur, du premier chemin de fer public
et des bateaux à hélices. Depuis les débuts du capitalisme, le monde connaît des cycles. À chaque cycle, sa puissance dominante. Aujourd'hui, les Chinois sont numéro 1. C'est le premier marché du monde pour l'automobile, pour les centrales nucléaires. Ils sont aussi les premiers producteurs de téléphones, d'ordinateurs et même de produits alimentaires comme les champignons de Paris. Car le saviez-vous, 70% de la production mondiale de champignons de Paris viennent en fait de Chine. Tous ces produits inondent le monde, transportés par d'immenses porte-containers. Et si tout ça s'arrêtait, ça paraît impensable. Mais les chiffres du commerce international nous racontent une histoire surprenante. Avant la crise mondiale, les échanges de biens progressaient à hauteur de 10 à 15%. Depuis, ils végètent entre 0 et 2% seulement. Alors, la faute à la crise ? Pas seulement, nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle économie à contre-courant de la mondialisation. Il y a déjà des entreprises qui rentrent au bercail. Ce sont les pionniers de la relocalisation. Nous avons suivi un patron qui ferme ses usines en Chine et qui va s'installer en Normandie. Après le temps du Made in China, voici venu celui du Bye Bye China. La caisse résiste. Elle est assez solide pour avoir parcouru 8000 km entre la Chine et Barentin, en Normandie. T'en as une là, si tu... Ouais, reprends-le là. À l'intérieur, la première machine de la future usine. Une drôle de sphère qui mesure l'intensité de la lumière. Allez. Là, c'est le premier vrai investissement qui rend Barentin réel. Jusqu'à présent, ça n'était pas forcément? Non, jusqu'à présent, c'était sur le papier, c'était sur un bout de bureau, c'était imagé, c'était conceptuel. Là, c'est réel. C'est bien la réalité. Ces hommes n'auraient jamais imaginé, il y a quelques années, qu'ils allaient poser la première pierre d'une relocalisation de la Chine vers la France. Il faut juste dégonder en bas, puis ça va venir. J'ai toujours rêvé de ce genre de choses, puisque nous, on a mis un certain nombre de choses en Chine, donc ça nous a toujours fait mal au cœur. Aujourd'hui, ça revient, c'est important. Il faut que ça continue. La machine est la pire maîtresse de l'usine. Et voici ses bâtisseurs. Je suis Patrick Ginter, j'ai en charge les opérations industrielles de Lucibel. Frédéric Granotier, président fondateur de Lucibel. Ça, c'est la Rolls des photospectromètres. Alors, voilà. Superbe. Comme un cadeau de Noël. Allez. On dirait un paquet cadeau. Et voilà. Alors, je vous ouvre la sphère. Frédéric Granotier n'est pourtant pas un illuminé. Parfait. Sa société produit ses LED, ses ampoules nouvelle génération. 210 employés à travers le monde, une croissance à 3 chiffres. Très concrètement, dans les prochains jours, on installe ici 2 lignes d'assemblage sur une longueur de 12 mètres, une largeur d'à peu près 5 mètres pour fabriquer les dernières innovations qu'on n'a pas envie de fabriquer en Chine. On souhaite vraiment faire de ce site de Barentin le principal site d'expertise et d'assemblage de LED en Europe. Ça va être magnifique. Par mail dès demain matin. Coût de la main-d'œuvre, 35 heures, conflits sociaux, l'industrie à la française appartiendrait au passé. Lucibel parie le contraire. Son raisonnement commence en Chine, à Shenzhen. C'est ici que Lucibel fabriquait jusqu'à présent. Patrick Ginter connaît bien cette ville. Ah ben ici, on a l'impression de se retrouver à New York à une autre époque quand ça se construisait. Des années 90 jusqu'à aujourd'hui, Shenzhen, c'est quasiment 20 millions d'habitants. Il va rapatrier un tiers de ses produits. Aujourd'hui, il vient régler les derniers détails. L'usine est immense. 3000 salariés travaillent pour les grandes sociétés d'électronique du monde entier. C'est le principal sous-traitant de Lucibel. Pas de problème de qualité ici? Tout va bien? Non, non, la qualité est très bonne. Jusqu'à présent, l'usine produisait plus de la moitié des LED de l'éclairagiste français. Cette ligne produit des panneaux de LED. C'est le principal modèle de Lucibel.
typiquement de la production de masse. Et ici, ce sont des produits spécifiques, avec des options particulières. Ces tubes font justement partie des produits que le Français va rapatrier. Et ça, ce sont bien des connecteurs spécifiques? Des luminaires fabriqués sur mesure en toute petite série. Exactement. Donc les Luciparc, ça va dans un parking et on les positionne un peu... C'est amené à remplacer ce type de luminaire hein, qui est moche et qui consomme énormément d'énergie pour éclairer bien moins. Et ça, typiquement, c'est ce que vous rapatriez à Barentin? Ce type de produit avec des options spécifiques, oui. Ce type de produit en standard, non. Il est amené à rester ici parce qu'il y a du volume, ça déroule, il y a très peu d'options dessus. Ça se fait très bien. Les produits simples restent ici. Désormais, les plus élaborés seront produits en France, près des ingénieurs et près des clients européens à 80%. Aujourd'hui, l'énergie augmente. Ça veut dire que vos transports, qu'ils soient maritimes et encore pire, aériens, commencent à vous coûter vraiment très cher. Des délais de 6 semaines en bateau et un coût exorbitant en avion. Et il y a une autre raison à la relocalisation. Les ouvriers chinois seraient devenus trop chers. Et oui, 350 € par mois pour 50 heures de travail par semaine, cela paraît peu, mais ils ont été augmentés de 40% en 4 ans. Pour vous, ça fait un coût supplémentaire, ces salaires qui augmentent? Ah, très nettement, ça va finir par rattraper la différence qui justifiait qu'on aille localiser en Chine aujourd'hui ou dans des pays à bas coût, mais qui sont peut-être plus si bas coût que ça. En même temps que les salaires, les aspirations des ouvriers ont grandi. Et cela aussi a un coût pour l'entreprise. Ici, on est loin du cliché des travailleurs chinois entassés dans des locaux miteux. Ça, ce sont les dortoirs des femmes. Des dortoirs spacieux selon les critères chinois. Une ville dans la ville, avec ses installations plus ou moins sportives. Ces ouvriers ont 20 ans en moyenne et ils n'ont que l'embarras du choix à travers les multiples usines de la ville. Alors il faut les attirer et les garder. Bien joué. Mais cela alourdit encore le coût du travail. Ici, 100 € supplémentaires par mois et par ouvrier. Nos employés actuels sont nés dans les années 80 ou 90. Ils sont très différents de leurs parents. Ils ont une mentalité, des habitudes très différentes. Leurs parents voulaient juste un salaire. Eux, ils veulent aussi une bonne qualité de vie. Nous devons le prendre en compte chaque semaine. Il leur faut 1 ou 2 journées de repos. Il n'y a pas que le travail pour eux, il leur faut beaucoup de loisirs. Un coût de production global en hausse qui pousse certaines entreprises comme Lucibel à s'éloigner de la Chine. Tout va bien? Et qui oblige aussi leurs sous-traitants à réagir. Il va falloir que nous contrôlions nos coûts. Peut-être même diminuer le nombre d'ouvriers. Mais on va essayer de récupérer quand même d'autres produits de chez Lucibel. Essayer de produire plus vite, de meilleure qualité, tout en étant moins cher. En ce moment, ça n'est pas facile de trouver de nouveaux clients. Alors, il faut qu'on s'adapte pour les garder. La Chine ne serait donc plus un pays si low cost que ça. Mais il y a une autre image dont elle a bien du mal à se débarrasser, la copie, la hantise des entreprises étrangères. Patrick Ginter nous emmène dans ce marché, nous le suivons en caméra cachée. Là, ils n'aiment pas être observés, les mecs, hein. Y compris du piratage ici. Sur plusieurs étages, des LED en veux-tu en voilà, de l'authentique et du contrefait. Là, typiquement, on peut acheter des rouleaux entiers de LED, des rouleaux entiers de composants électroniques. How much it is, this one? Ça les vaut? Non. Déjà, entre ce qu'ils annoncent là et ce qu'ils annoncent sur le papier, c'est faux. Et ça, c'est typique ici. Systématiquement, il faut tout vérifier sur ce que dit le fournisseur. Nous avons déjà eu des mésaventures, oui. Y compris d'anciens associés qui, une fois qu'ils sont partis, et pour autant qui avaient signé des accords de confidentialité, qui ont recréé des boîtes avec quasiment les mêmes produits. Ça vous inspire quoi, ça, vous, comme dirigeant français? J'utiliserai un mot peut-être un peu fort, mais c'est dégueulasse. C'est du vol, c'est de l'escroquerie pure et dure, et ça tue l'envie effectivement d'innover, de développer le business.
Risque permanent de copie, coût de main-d'œuvre en augmentation et éloignement des marchés européens. Lucibel rapatrie, dans un premier temps, ses produits haut de gamme et avisera ensuite pour le reste. Et Lucibel n'est pas la seule société française à relocaliser dans l'Hexagone. Parmi les plus connus, les vêtements Lecoq sportif, les skis Rossignols, les jouets Smoby ou encore les chaussettes Kindy. Une série qui ne compense pas, loin s'en faut, la marée de délocalisation depuis 20 ans. Pour 10 emplois qui ont quitté le pays, il n'y en a qu'un qui revient aujourd'hui. Prémisse d'une réindustrialisation, c'est possible. La France a longtemps cru qu'elle pouvait devenir un pays sans usine. On se rend compte aujourd'hui que c'était une dangereuse illusion. À Barentin, chez Lucibel, tout est presque prêt pour démarrer une nouvelle production estampillée fabrication française. Nous avions quitté l'usine quasiment vide avec cette seule machine. Un mois plus tard, la première chaîne de montage est presque prête. Ça y est, j'ai maîtrisé la bête. Et ça va un peu plus vite. Aujourd'hui, le PDG vient se rendre compte de l'avancée des travaux. Bonjour Guillaume, ça va bien? Très bien. Bonjour Patrick. Outilleurs, logisticiens, commerciaux sont sur le pied de guerre. Oui. Tout doit être opérationnel dans quelques jours. Les tout premiers cartons, donc de dessus. C'est l'équipe de combat, c'est l'équipe qui met en place, c'est l'équipe qui installe, c'est l'équipe qui pilote le projet, en tout cas dans sa première phase, et qui après effectivement va déployer, construire l'atelier, l'usine, et permettre à ce projet donc de voir le jour, de monter en puissance dans les prochains mois. Si le projet voit le jour à Barentin et pas ailleurs, il y a une bonne raison. Voilà. Donc là, on arrive sur la fin de la zone, effectivement, de production Schneider. De l'autre côté de la cloison, dans les mêmes locaux, une usine vouée à la fermeture et des salariés à disposition. Un marché peu banal a été conclu avec le propriétaire, Schneider Electric. Donc en fait, c'est toute cette zone-là, là, D'accord. qui est au-dessus de nous, ça va être libéré à la fin de l'année prochaine. Pour Lucibel. Très bien. D'un côté, Lucibel s'engage à embaucher une partie des 120 salariés qui devaient être licenciés. De l'autre, Schneider Electric lui donne les locaux et paye une partie des salaires pendant 3 ans. Sans cette opportunité que Schneider nous a offerte, je pense que nous aurions mis notre usine en Europe de l'Est ou au Maghreb. Proche de l'Europe, pour pouvoir fournir nos clients européens en 2 jours de camion, mais sans doute que nous ne l'aurions pas mise en France. On ne peut pas être compétitif aujourd'hui en France sans accompagnement, que ce soit un accompagnement d'un groupe privé comme Schneider sur une reprise d'usine ou d'autres types d'accompagnement. En échange, Schneider Electric, dont les plans sociaux ont déjà fait la une des médias ces dernières années, sauve ses salariés et s'évite une mauvaise publicité. L'intérêt, il est avant tout l'intérêt des salariés du site qui vont avoir une perspective de poursuite de carrière hyper intéressante. Après, ça coûte cher. Ça coûte pas grand-chose à l'échelle mondiale. C'est-à-dire ? Ouais, ça coûte pas grand-chose au regard des engagements qu'on peut avoir envers nos collaborateurs et de l'engagement sociétal qu'on peut avoir. C'est très... C'est un accord gagnant-gagnant, comme on dit dans notre jargon. Déjà 12 salariés sont passés du côté Lucibel de l'usine. Ça va être comme ça à tous les postes. Laurence Mignot teste son nouveau poste d'assemblage. Bon, on va noter que Elle sera chef d'équipe sur la future ligne de production. On commence? C'est mon bébé. 30 ans qu'elle travaillait pour Schneider Electric. Elle aurait dû se retrouver au chômage. C'est le fait que Lucibel se soit installé ici, pour vous, ça représente quoi? Une chance. On ne peut pas les pointer à la NP. Non, c'est une chance qu'on a eue et qu'il faut saisir. En France, on a quand même un savoir-faire. Tant mieux qu'on nous le laisse et puis qu'on nous donne la chance de l'exploiter. On a l'impression de servir à quelque chose. Laurence Mignot aurait probablement eu des difficultés à retrouver du travail dans l'industrie à Barentin. 13% de chômage, ancien fief de l'industrie textile. Symbole, cette usine à l'abandon
définitivement fermée en 2008. Ici, la population est plutôt habituée aux délocalisations. Est-ce qu'il fait d'autres choses? Non? Alors, donc, ça fait... Et le journal municipal annonce rarement ce genre de bonnes nouvelles. Je souhaite que ça apporte beaucoup d'emplois et que ça sauve des foyers qui sont en difficulté. Les gens vont peut-être avoir, je vous dis, un peu plus de, je sais pas, un peu plus de joie, un peu plus de gaieté. Les gens sont tristes quand même. Je pense que ça va donner, si ça pouvait y en avoir plus, ce serait sympa. Dans 2 ans, une centaine de personnes devraient être embauchées. Ça y est, c'est le grand jour. Sous l'œil attentif et ému de toute l'équipe, Laurence Mignot assemble ses premières LED. Vous n'avez pas trop la pression avec tout ce monde derrière vous? Ah oui, je pense. On a ça, je pense. Alors on commence. Mes cigarettes. Ils sont un peu émus quand même là tous. Oui, on est tous un peu émus. La Chine, c'est bien, mais je pense que la France, c'est mieux. Ça va bien. Ah oui. Et voilà. Voici donc les toutes premières LED Made in Normandie. Dans 3 ans, Lucybell ne sera plus soutenue par Schneider Electric. On jugera alors du succès d'une relocalisation à la française.